Salut, je m'appelle Mathieu. J'étais à la base Vauban le jour où notre monde a failli s'effondrer, et j'ai vu de mes propres yeux un sergent aguerri se moquer d'une fillette de 11 ans, Lila, alors qu'elle lui disait qu'elle pouvait réparer notre radio. Il la regardait avec ses rubans colorés dans les cheveux et ne voyait qu'une enfant perdue. Il ne savait pas que la survie de toute la ville de Belfort reposait sur ses petites épaules. Vous est-il déjà arrivé de détenir la solution, mais que personne ne vous écoute à cause de votre apparence ou de votre âge? Avant que je vous raconte comment un de ces rubans de soie a réussi là où tous nos manuels militaires avaient échoué, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez et abonnez-vous. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le visage du sergent Dubois quand cette radio s'est rallumée. Le chaos était total dans le centre de commandement. Une odeur âcre d'ozone et de peur flottait dans l'air, mélangée à la sueur froide des hommes. Dehors, les bombardements se rapprochaient, faisant trembler les murs de notre bunker à chaque impact. Les lumières clignotaient, menaçant de nous plonger dans le noir à tout moment. Au centre de tout ça, il y avait le TRC-77, notre système de communication longue portée, notre seule ligne de vie avec le commandement extérieur, avec les renforts, avec l'espoir. Et il était mort. Un silence de mort électronique, un grésillement pathétique. C'était tout ce qu'on en tirait. Le jeune technicien, à peine plus âgé que moi, était en nage. Ses mains tremblaient alors qu'il refermait le panneau pour la 10e fois, le visage défait. Le sergent Dubois, qui avait pris le commandement, arpentait la pièce comme un lion en cage, son regard passant de la radio inerte à la carte de la ville où les positions ennemies se multipliaient. Et dans un coin, presque invisible, il y avait Lila, la fille du lieutenant, notre chef des transmissions, qui avait été salement blessée lors de la première attaque. On l'avait mise là, sans sécurité, mais elle était surtout un fardeau pour le moral, une enfant au milieu d'un cauchemar d'adulte. Elle ne pleurait pas, ne se plaignait pas. Elle était assise sur une caisse de munitions vide, ses grands yeux observant tout silencieusement. Ses rubans, un bleu vif et un jaune éclatant, semblaient presque une insulte dans cette atmosphère de grisaille et de désespoir. Pour des hommes comme Dubois, elle était une distraction, un rappel cruel et innocent de tout ce que nous étions en train de perdre. Quand son regard croisait le nôtre, on détournait les yeux, gênés. On la voyait comme un colis fragile, une poupée qu'il fallait protéger, mais surtout qu'il fallait tenir à l'écart du vrai travail, des choses sérieuses. Le moment de rupture est arrivé quand le technicien s'est redressé, les épaules basses, et a lâché d'une voix blanche « C'est fini, mon sergent, je ne peux plus rien faire. C'est une défaillance matérielle de l'émetteur principal. C'est irréparable ici. Il est officiellement hors service. » Ces mots ont eu l'effet d'une détonation dans le bunker. Hors service. Ça voulait dire qu'on était seul, aveugle, sourd. Les escouades qui se battaient dans les rues de Belfort ne recevraient de plus d'ordres coordonnés. Les renforts ne sauraient jamais où frapper. C'était une condamnation à mort. J'ai vu le sergent Dubois fermer les yeux une seconde, son visage buriné se contractant de rage et d'impuissance. Il a frappé la table métallique de son poing, faisant sursauter tout le monde. Le silence qui a suivi était plus terrifiant que le bruit des explosions au dehors. C'était le silence de l'abandon, de la défaite acceptée. C'est là que je me suis souvenu de son père. Le lieutenant était un homme spécial, un de ces vieux de la vieille qui ne jurait pas que par les manuels. Je l'avais souvent vu dans l'atelier avec Lila à ses côtés, bien avant que la guerre n'éclate. Il ne lui montrait pas seulement des schémas. Il posait sa main sur les machines et lui disait « Écoute, ma chérie, écoute le chant du courant. Chaque machine a sa propre voix. Apprends à reconnaître quand elle chante faux. » Il lui avait appris à sentir les vibrations, à déceler les fréquences anormales, des choses qu'aucun appareil de diagnostic ne pouvait mesurer. Pour lui, la mécanique radio était un art, une conversation, et Lila, sa petite apprentie silencieuse, avait tout absorbé. Je la regardais, assise dans son coin, et je voyais le reflet de son père, de ce savoir étrange et intuitif que nous avions tous ignoré. Alors que Dubois allait commencer à hurler des ordres pour une défense désespérée et suicidaire, une petite voix s'est élevée dans le silence pesant. C'était Lila. Elle n'avait pas bougé de sa caisse, mais sa voix était claire sans la moindre trace de peur. « Vous avez tous tort », a-t-elle dit. Le sergent s'est retourné brusquement vers elle, les sourcils froncés, prêt à l'envoyer au diable. Elle a continué imperturbable, son regard fixé sur la console du TRC-77. Ce n'est pas l'émetteur. La fréquence harmonique est déphasée. Le technicien a laissé échapper un petit rire méprisant.
un ricanement nerveux. La fréquence quoi? Mais la précision de ces mots si techniques, si incongrus dans la bouche d'une enfant, a fait hésiter le sergent Dubois. Il est resté figé une seconde, la colère luttant contre un désespoir absolu. Dans son regard, une lueur folle est apparue. Et si... Le sergent Dubois la fixa, son visage une carte routière de fatigue et de fureur contenue. Le mot « harmonique » semblait avoir court-circuité quelque chose dans son cerveau de soldat. Le technicien, lui, n'eut pas cette hésitation. Il secoua la tête, un sourire condescendant étirant ses lèvres. La fréquence harmonique? Mais de quoi tu parles? C'est de l'électronique de pointe, pas un jouet. Le manuel est formel, l'émetteur est grillé. Il parlait fort, comme pour convaincre non seulement le sergent, mais aussi lui-même, pour effacer le doute minuscule et absurde que la fillette venait de semer. Autour de nous, les autres soldats échangeaient des regards gênés. Personne n'osait intervenir, mais l'air était lourd du poids de leur incrédulité. C'était plus facile de croire à la fin du monde qu'à une gamine avec des rubans. Le désespoir, cependant, est un acide puissant. Il ronge les certitudes et les protocoles. J'ai vu cette bataille se livrer dans les yeux du sergent Dubois. Une nouvelle explosion, plus proche cette fois, fit pleuvoir de la poussière du plafond. C'était le point de rupture. Il a balayé la pièce du regard, a vu nos visages de condamnés, puis son regard est revenu se poser sur Lila. Il n'y avait plus de mépris, juste un vide abyssal. Il a pointé la console massive du doigt, sa voix un grondement rauque et sans espoir. « Tu as 1 minute, une seule. Fais ton truc. Mais si dans 60 secondes cette radio est toujours muette, je t'arrache de là. Moi-même et tu ne mouftes plus jusqu'à la fin. C'est clair ?» Ce n'était pas une chance qu'il lui donnait. C'était un dernier spasme avant la mort, un geste pour pouvoir se dire qu'il avait tout tenté, même la folie. Lila n'a pas scié. Elle n'a même pas semblé accuser le coup de l'ultimatum. Elle a simplement hoché la tête une fois, un mouvement sec et précis. Puis, avec un calme qui contrastait violemment avec la panique ambiante, elle a glissé de sa caisse de munitions. Ses petites bottes ont fait à peine de bruit sur le sol en béton. Elle a traversé la pièce, passant devant des hommes armés et terrifiés qui s'écartaient sur son passage comme si elle était une sorte d'apparition. Je la suivais du regard, le cœur battant à tout rompre. Cette petite silhouette avec ses rubans bleus et jaunes qui se balançait doucement, s'avançant vers le monstre de métal et de silence qui détenait nos vies. C'était la scène la plus surréaliste et la plus angoissante que j'ai jamais vue. Elle semblait si fragile, et pourtant elle était la seule à ne pas trembler. Le technicien, vexé au plus profond de son orgueil professionnel, a tenté une dernière fois de la stopper. Il s'est interposé, pas agressivement, mais avec la condescendance d'un adulte face à un enfant capricieux. « Écoute, ce n'est vraiment pas le moment de jouer, petite. Retourne t'asseoir, s'il te plaît. Tu risques de tout casser encore plus. » Il a même esquissé un geste pour la prendre par le bras et la ramener à sa place. C'était l'humiliation de trop. Pas seulement pour elle, mais pour moi qui savais de quoi elle était capable, qui avait vu son père lui transmettre ce savoir unique. J'ai serré les poings, une colère sourde montant en moi. Mais Lila l'a simplement contourné, sans un mot, sans même un regard. Son silence était plus méprisant que n'importe quelle insulte. Il est resté là, la main en l'air, le visage déconfit, complètement désarmé par son indifférence. Arrivée devant la console du TRC-77, elle n'a pas regardé les écrans de diagnostic, les cadrans muets ou les voyants éteints sur lesquels le technicien s'était acharné. Elle a fait quelque chose de bien plus étrange. Elle a posé sa main droite à plat sur un panneau latéral, juste au-dessus des grilles de ventilation de l'amplificateur. Elle a fermé les yeux. Ses cils noirs tremblaient à peine sur ses joues. Pour n'importe qui d'autre, elle avait l'air de prier ou de faire une pause. Mais je savais. Je me suis souvenu de son père, lui disant « Ne lis pas le problème, Lila, écoute-le. Il te dira où il a mal. » Elle était là, au milieu du chaos, en train d'écouter le chant brisé de la machine, cherchant la note dissonante, la vibration anormale que seul un contact direct, une sensibilité presque organique pouvait déceler. Le silence dans le bunker était devenu total, brisé uniquement par le grésillement lointain d'un talkie-walkie. Le temps s'étirait, chaque seconde pesant une tonne. Dehors, la bataille faisait rage. Une rafale de tirs lourds a fait vibrer le sol, et une des ampoules au plafond a finalement grillé dans un claquement sec, nous plongeant dans une lumière encore plus blafarde. La voix paniquée du capitaine Renaud a craché du petit poste radio sur la table. « Vauban, répondez, bon sang!
On est cloué sur la place d'armes. On a besoin d'un appui. Où est le commandement ?» L'appel désespéré a traversé la pièce comme une lame, nous rappelant l'urgence absolue. J'ai vu le sergent Dubois regarder sa montre, son visage se durcissant. La minute était presque écoulée. L'expérience était sur le point de se terminer. La pitié dans les yeux des soldats se transformait à nouveau en résignation. Le miracle n'aurait pas lieu. C'était stupide d'y avoir cru, ne serait-ce qu'une seconde. Le sergent a fait un pas en avant, sa décision prise. Son expression était dure, celle d'un homme qui doit reprendre le contrôle, même si c'est pour mener ses hommes à une mort certaine mais ordonnée. C'est fini. Assez joué, a-t-il commencé à gronder, sa main se levant pour attraper l'épaule de Lila et l'écarter de la console. Il allait la ramener à la réalité, à notre terrible réalité. Pour lui, elle n'était plus qu'une distraction, un faux espoir cruel qui avait fait perdre un temps précieux. J'ai senti mon estomac se nouer, tout ça pour rien. Elle allait être humiliée, repoussée, et nous allions tous mourir, coincés dans ce tombeau de béton, avec pour dernière image celle d'un enfant puni pour avoir essayé. Je me préparais à détourner le regard, incapable de supporter la scène. Mais juste au moment où sa main allait se poser sur son épaule, Lila a rouvert les yeux. Son regard n'était pas celui d'une enfant surprise, mais celui d'un expert qui vient de trouver la faille. Elle n'a même pas accusé réception de sa présence. Sa voix, soudainement tranchante et pleine d'une autorité incompréhensible, a fendu le silence. « Non, pas là. Ici. » Elle a pointé du doigt un petit panneau d'accès, métallique, presque invisible à la base de la console, un de ces couvercles de maintenance que personne n'ouvre jamais sans un ordre spécifique et des outils de calibration. Le technicien a ricané. C'est l'étage de synchronisation. On ne peut rien faire là-dedans sans un banc de test. Mais la certitude absolue de Lila, son ignorance totale du danger que représentait le sergent, a créé une fissure dans la résolution de Dubois. « Je n'ai pas les bons outils », a-t-elle déclaré, non pas comme une plainte, mais comme un simple constat. Ses yeux ont balayé la pièce, cherchant frénétiquement une solution. Son regard s'est arrêté sur la baïonnette accrochée à la ceinture d'un jeune soldat posté près de la porte. Sans hésiter, elle s'est dirigée vers lui et a simplement montré l'arme du doigt. Le soldat, un gamin d'à peine 18 ans, a regardé le sergent Dubois, complètement désemparé, cherchant une instruction. Le sergent était figé, sa main toujours à mi-chemin, suspendue dans les caires. L'audace de cette gamine était à la fois insupportable et fascinante. Il aurait dû la remettre à sa place, réaffirmer son autorité. Mais il y avait une telle concentration dans son regard, une telle absence de peur, qu'il a cédé. D'un signe de tête presque imperceptible, il a donné son accord. Le soldat, tremblant, a détaché sa baïonnette et la lui a tendue, la poignée en avant. Elle a pris le lourd couteau qui paraissait démesuré dans ses petites mains. Au lieu d'utiliser la lame, elle l'a retourné et a utilisé le pommeau en acier pour frapper le coin du panneau avec un coup sec et précis. Le son du métal contre le métal a résonné brutalement dans le bunker, faisant sursauter tout le monde. Le technicien a grimacé, comme si elle l'avait frappé lui. « Elle va tout détruire !» a-t-il sifflé entre ses dents, se tournant vers le sergent. Mais les gestes de Lila n'avaient rien d'aléatoire. Elle a frappé une seconde fois, à un angle bien précis, et le panneau, dont une vis avait dû être faussée par les explosions, s'est ouvert avec un déclic. Elle a laissé tomber la baïonnette qui a fait un bruit sourd sur le béton et a forcé le couvercle avec ses doigts, révélant un enchevêtrement de fils et un petit composant cylindrique, pas plus gros que son pouce qui brillait faiblement. « C'est lui », a-t-elle murmuré presque pour elle-même. Elle a glissé son doigt à l'intérieur de la machine. L'oscillateur à quartz. Il vibre trop fort. Le souffle d'une explosion a dû le désaligner. Le technicien, sa curiosité professionnelle l'emportant enfin sur son mépris, s'est penché pour regarder, plissant les yeux. Il a reconnu le composant. C'était bien le quartz qui régulait la fréquence porteuse. D'après tous les manuels, une défaillance à ce niveau était impossible à diagnostiquer sans un oscilloscope, et encore moins à réparer sur le terrain. « C'est impossible », a-t-il répété, mais sa voix manquait de conviction. « Il n'y a aucun moyen de recalibrer ça ici. » Il avait raison selon les règles. On ne stabilise pas un oscillateur à haute fréquence avec ses mains au milieu d'une bataille. Pour la première fois, Lila l'a regardé, et j'ai vu dans ses yeux une lueur qui n'était pas de la pitié, mais plutôt une sorte de lassitude face à son manque d'imagination. On n'a pas besoin de le recalibrer, juste de l'amortir.
Ses gestes sont alors devenus rapides, précis, comme ceux d'un chirurgien. Elle a porté la main à ses cheveux et, d'un geste sec, a défait le ruban bleu vif qui retenait sa couette. Pendant une seconde, elle l'a tenu en l'air. Dans la grisaille poussiéreuse du bunker, cette touche de couleur pure semblait presque un acte de rébellion. Les soldats la regardaient, fascinés, comme si elle s'apprêtait à accomplir un rituel magique. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire avec un ruban de soie? C'était absurde. Le sergent ne disait rien. Son visage était devenu une statue de pierre. Il était allé trop loin pour reculer. Avec une dextérité incroyable pour son âge, elle a glissé le ruban de soie dans l'espace exigu, l'enroulant autour du petit boîtier du quartz. Ses doigts étaient assez fins pour se faufiler, là où ceux d'un adulte n'auraient jamais pu passer. Elle l'a enroulé 2 fois, très serré, puis a tiré sur les 2 extrémités pour tendre le tissu. Ses yeux ont cherché un point d'ancrage. Elle a repéré la tête d'une vis qui dépassait légèrement du châssis. Avec une habileté déconcertante, elle a noué fermement le ruban autour de la vis. Le tissu de soie, tendu à l'extrême, agissait maintenant comme un amortisseur de fortune. Une solution simple, brillante et totalement hétérodoxe pour absorber les micro-vibrations parasites qui rendaient la fréquence instable. C'était une réparation qu'aucun ingénieur n'aurait jamais envisagée, une solution née de l'instinct et non d'un manuel. Elle a terminé son nœud et a reculé d'un pas. Elle n'avait pas l'air triomphante, ni même soulagée. Elle avait juste l'air épuisée. Elle s'est tournée vers la console principale et, avec un seul doigt, a basculé un gros interrupteur rouge marqué « Émission ». Pendant une fraction de seconde, rien ne s'est passé. Le même grésillement pathétique a empli nos oreilles. J'ai senti mon estomac se serrer, la déception m'envahir. Le technicien a laissé échapper un petit rire amer et désespéré, et puis le grésillement s'est arrêté net. Un silence profond, vibrant de puissance contenue, a envahi la pièce. Puis, un son a jailli du haut-parleur principal. Un son si clair, si fort, si incroyablement vivant que nous avons tous sursauté. Ici, commandement central. Base Vauban, nous vous recevons 5 sur 5. Rapport de situation immédiat. La ville est sous attaque massive. Un silence de mort est tombé sur le bunker, si profond qu'il semblait aspirer tout l'air. Il n'était brisé que par la voix métallique et urgente qui crachait du haut-parleur. J'ai regardé le sergent Dubois. Son visage, d'habitude un masque de contrôle bourru, était complètement défait. Sa mâchoire pendait, ses yeux passaient de la radio vivante à la petite silhouette de Lila, puis au ruban bleu, ce morceau de tissu absurde qui maintenait notre monde en place. Le technicien, lui, était encore plus pâle qu'avant. Il s'est appuyé contre une console, les jambes flageolantes, comme si on venait de lui annoncer que la physique avait changé ses lois. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Nous étions tous des statues de cire, figées, dans l'instant où l'impossible était devenu notre seule réalité. La voix du commandement central a de nouveau retenti, plus pressante cette fois. « Vauban, accusé réception, quel est votre statut? Nous avons besoin de vos yeux sur le terrain immédiatement. » L'urgence de l'appel a finalement brisé la paralysie du sergent Dubois. Son entraînement a repris le dessus. Il a fait un pas en avant, sa main se tendant instinctivement vers le microphone posé sur la console. C'était son rôle, sa responsabilité. Mais à mi-chemin, sa main s'est arrêtée, suspendue dans les airs. Son regard a croisé celui de Lila. Elle le fixait, non pas avec défi, mais avec une patience infinie, comme si elle attendait qu'il comprenne. Il a compris. Il a compris qu'il ne s'agissait plus de sa guerre, ni de celle du technicien. Il a baissé la main, lentement, un geste d'abdication et de reconnaissance qui valait plus que tous les discours. Voyant l'hésitation du sergent et sentant que chaque seconde perdue coûtait des vies dehors, Lila n'a pas attendu d'autorisation. Avec une assurance qui nous a tous cloués sur place, elle a pris le lourd microphone noir dans ses 2 mains. Il était presque aussi gros que sa tête. Elle a appuyé sur le bouton de transmission et le petit clic a résonné dans le bunker comme un coup de feu. Sa voix, quand elle a parlé, n'était pas celle d'une enfant. Elle était posée, mesurée, sans la moindre trace de panique. Elle était la voix du calme au cœur de la tempête. « Ici, base Vauban », a-t-elle dit, sa diction parfaite. « Nous vous recevons. Situation critique, mais nous tenons. Je vous transmets les positions ennemies. » C'était surréaliste. C'était comme regarder une pièce de théâtre où tous les acteurs avaient oublié leur texte, sauf le plus improbable d'entre eux.
Elle a commencé à dicter une série de coordonnées et de descriptions d'une précision chirurgicale. 2 blindés légers progressent sur l'avenue Foch sans soutien d'infanterie. Ils sont vulnérables. Une section ennemie se retranche dans l'ancienne poste. Ils ont un nid de mitrailleuses qui couvre le pont. Comment savait-elle tout ça? J'ai alors remarqué où son regard se portait de temps en temps. Vers une fissure étroite dans la porte blindée, une fente que nous considérions tous comme inutile, trop petite pour y voir quoi que ce soit. Mais elle, depuis des heures, assise sur sa caisse, n'avait fait que ça. Observer. Patiemment, méticuleusement, elle avait cartographié le champ de bataille dans sa tête. Elle ne se contentait pas de voir. Elle comprenait ce qu'elle voyait, analysant les tactiques de l'ennemi avec une clarté effrayante. Le technicien s'est approché de la grande carte murale de la ville, un crayon à la main. Il écoutait la voix de Lila et, avec une main tremblante, commençait à marquer les positions qu'elle annonçait. Ses mouvements étaient hésitants au début, puis ils sont devenus plus sûrs, plus rapides. Il levait les yeux vers elle, entre chaque annotation, un mélange de stupeur et de respect naissant sur son visage. Le mépris avait complètement disparu, remplacé par une admiration brute. Les autres soldats s'étaient rapprochés, formant un demi-cercle autour de la console, leurs armes oubliées. Ils n'écoutaient plus les explosions dehors. Ils n'écoutaient que la voix de cet enfant qui, avec des mots simples et précis, redessinait les contours de notre survie. Le centre de commandement avait un nouveau chef. Le sergent Dubois s'est placé à côté de Lila. Il n'a pas essayé de prendre le micro. Il est devenu son bras droit. Il a posé un doigt sur la carte. « Ici, Lila. Le capitaine Renaud est coincé ici. » Il lui montrait la place d'armes. Lila a hoché la tête, sans quitter le micro des yeux. « Commandement central, je confirme. Nos unités sur la place d'armes sont clouées au sol. Les blindés sur l'avenue Foch se dirigent vers leur position pour les prendre à revers. Il faut une frappe d'artillerie aux coordonnées que je vais vous donner pour les intercepter. C'est notre seule chance de les sauver. » Elle ne suggérait pas, elle ordonnait. Et le plus fou, c'est que c'était la bonne décision. Une décision que Dubois, dans sa panique, n'aurait peut-être pas prise aussi vite. Il a simplement hoché la tête, validant la stratégie de sa nouvelle commandante. Un court silence a suivi à la radio, puis la voix du commandement central est revenue, le ton complètement changé. Il n'y avait plus d'impatience, mais une concentration intense. « Reçu Vauban, vos informations sont d'une clarté exceptionnelle. Confirmez les coordonnées pour la frappe. » Lila a répété les chiffres, sans la moindre hésitation. « Coordonnées confirmées, Vauban. Frappe imminente. Tenez la ligne. Nous avons besoin de vous. Vous êtes nos seuls yeux à Belfort. » La responsabilité qui venait de tomber sur ses épaules était monumentale. Elle n'était plus une enfant cachée dans un bunker. Elle était devenue l'axe central de la défense, d'une ville entière. Je l'ai regardée, si petite derrière cette énorme console, et j'ai compris que la bataille pour la radio était terminée. La bataille pour Belfort, elle, venait tout juste de commencer, et c'est elle qui allait la diriger. Les minutes qui suivirent l'appel de Lila pour une frappe d'artillerie furent les plus longues de notre vie. Le silence dans le bunker était si tendu qu'il en devenait physique, une pression sur les tympans. Dehors, la symphonie de la destruction semblait redoubler d'intensité, comme si l'ennemi sentait notre vulnérabilité et jetait toutes ses forces dans un assaut final. Chaque rafale de mitrailleuse, chaque explosion de mortier nous rappelait les vies qui pendaient à la décision d'une enfant de 11 ans. La voix du commandement central calme et professionnel revint. Frappe confirmée dans 30 secondes. Tenez bon, Vauban. 30 secondes. Une éternité. Tous les yeux étaient rivés sur Lila. Elle n'avait pas bougé. Ses petites mains, agrippant toujours le microphone. Son visage une toile blanche de concentration. Elle ne portait pas seulement le poids de nos vies, mais celui de la ville entière. Puis, le son est arrivé. Ce ne fut pas une explosion nette, mais un grondement sourd et lointain qui a enflé de seconde en seconde, une vague de choc se propageant à travers la terre. Le sol du bunker a vibré sous nos pieds, la structure en béton a gémi, et la dernière ampoule encore allumée a vacillé violemment. Le bruit était total, apocalyptique, une force de la nature déchaînée par un ordre murmuré dans un micro. C'était le son de la survie ou de l'anéantissement. Et puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le vacarme a cessé. Un silence assourdissant est tombé, plus effrayant encore que le bruit. La frappe était terminée. Avait-elle atteint sa cible? Avait-elle sauvé les hommes du capitaine Renaud
ou les avait-elle condamnés? La radio restait muette. Chaque seconde de ce silence était une torture, un clou. De plus, dans notre cercueil collectif, le crépitement du haut-parleur nous a tous fait sursauter. Ce n'était pas la voix professionnelle du commandement, mais une voix haletante, brisée par l'émotion et la fumée. C'était Renault. Ici Renault, cible détruite. Je répète, blindé ennemi neutralisé. Ils sont en pleine déroute. Mon Dieu, qui que vous soyez au commandement, vous nous avez sauvé la vie. Comment saviez-vous? Sa voix était un mélange de choc, de gratitude et d'incrédulité la plus totale. C'était la confirmation, la validation. Le plan fou de Lila, sa solution impossible, son commandement improvisé, tout avait fonctionné. L'artillerie avait frappé juste, au bon endroit, au bon moment. Elle avait changé le cours de la bataille. Elle venait de sauver une douzaine d'hommes d'une mort certaine. Une vague de soulagement a déferlé sur le bunker. J'ai entendu des hommes expirer bruyamment, des souffles qu'ils retenaient depuis une éternité. L'un d'eux a glissé le long du mur pour s'asseoir, la tête entre les mains, secoué de tremblements nerveux. Le technicien, les yeux écarquillés, regardait Lila comme si elle était une sainte apparue au milieu de l'enfer. Son arrogance avait été pulvérisée, remplacée par une admiration qui frisait la dévotion. Le sergent Dubois, lui, n'a pas dit un mot. Il s'est approché d'elle et a posé sa grande main calleuse sur sa petite épaule. Ce n'était pas un geste de domination, mais de soutien. Un geste qui disait « Je suis avec toi, continue ». C'était la passation de pouvoir la plus silencieuse et la plus puissante que j'ai jamais vue. Dès lors, le chaos s'est transformé en un ballet mortel, mais parfaitement orchestré. Le bunker, autrefois une antichambre de la défaite, était devenu le cerveau vibrant et efficace de la défense de Belfort. Guidé par les informations du commandement central, les rapports des unités sur le terrain et sa propre observation infaillible, Lila coordonnait les mouvements avec une clarté déconcertante. « Section Charlie, repliez-vous vers la rue Pasteur. Vous avez un angle de tir sur le flanc ennemi. Équipe Bravo, l'ennemi tente une percée par le nord. Faites diversion. » Elle traduisait le jargon militaire qu'elle avait entendu toute sa vie en ordres simples et directs. Le sergent Dubois se tenait à ses côtés, pointant la carte, lui donnant le contexte tactique, agissant comme son conseiller militaire le plus loyal. Il formait le duo le plus improbable et le plus redoutable de cette guerre. À un moment critique, le technicien, maintenant son allié le plus zélé, a signalé une nouvelle menace. Lila, ils concentrent leurs forces sur le pont de la Savoureuse. S'ils le prennent, ils coupent la ville en deux. Il a proposé une manœuvre défensive standard tirée des manuels. Lila a écouté attentivement, hochant la tête, puis elle a secoué la sienne. « Non, c'est un piège. Ils veulent qu'on masse nos forces là-bas. Regardez. » Elle a pointé une petite ruelle sur la carte, un passage que tout le monde avait négligé. « Envoyons juste une petite équipe ici, dans l'ancienne usine. Ils pourront les prendre à revers quand ils seront au milieu du pont. Ils ne s'y attendront jamais. » Le sergent Dubois a regardé les deux options pendant une seconde, puis son regard s'est posé sur Lila. Sans la moindre hésitation, il a attrapé un autre micro. « À toutes les unités, on suit le plan de la petite. Exécution. » Ce fut le coup de grâce. La manœuvre de Lila a fonctionné au-delà de toutes les espérances. L'assaut ennemi sur le pont s'est transformé en un massacre. Pris par surprise, désorganisés, leurs lignes de commandement brisées par les frappes précédentes, ils se sont effondrés. Bientôt, les rapports affluaient de tous les secteurs. L'ennemi se replie. On a repris la place d'armes. Il fuit vers l'est. Le bruit de la bataille à l'extérieur s'estompait, se transformant d'un rugissement continu en des tirs sporadiques et lointains. Et puis la voix du commandement central, empreinte d'un respect solennel, a annoncé la nouvelle que nous n'osions plus espérer. Base Vauban. Les forces ennemies sont en pleine retraite sur tout le front de Belfort. La ville est sécurisée. Excellent travail. Vraiment, excellent travail. La guerre pour Belfort était terminée, et elle avait été gagnée ici par une enfant qui avait refusé de rester dans son coin. Le silence qui a suivi l'annonce de la victoire était plus lourd et plus profond que celui de la défaite quelques heures plus tôt. C'était un silence rempli de l'écho des explosions, du poids des vies sauvées et de l'incrédulité la plus totale. Lila, elle, a simplement lâché le lourd microphone. Il a heurté la console avec un bruit sourd qui nous a tous fait sursauter. Ses épaules, si droites et tendues pendant des heures, se sont affaissées d'un coup. Elle a vacillé, et j'ai cru qu'elle allait tomber.
L'adrénaline qu'il avait portée venait de la quitter, la laissant n'être plus qu'une enfant de 11 ans, épuisée au milieu d'un bunker qui sentait la sueur et la poudre. Elle a porté une main à ses cheveux, là où le ruban bleu était avant. Un geste machinal, enfantin, qui a brisé le cœur de tous les hommes présents. C'est le sergent Dubois qui a bougé le premier. Il ne s'est pas précipité, il n'a pas crié. Il a marché lentement vers elle, le bruit de ses bottes sur le béton, le seul son dans la pièce. Il s'est arrêté à 1 mètre d'elle. Nous nous attendions tous à ce qu'il la prenne dans ses bras, qu'il lui dise merci, quelque chose de paternel. Mais il a fait bien plus que ça. Il s'est mis au garde-à-vous, son corps raide et droit, et il a exécuté le salut militaire le plus formel, le plus respectueux que j'ai jamais vu. Un salut lent, délibéré, parfait. Ce n'était pas un adulte saluant une enfant, c'était un soldat saluant son commandant. Dans ce geste silencieux, il y avait toute la reconnaissance, toutes les excuses et tout le respect du monde. Il a tenu le salut pendant 5 longues secondes, le regard fixé sur elle, reconnaissant sa supériorité là où il n'avait vu qu'une distraction. Le jeune technicien, celui qui avait ricané et l'avait traité de gamine, s'est approché à son tour, le visage blême, tenant un rouleau de papier. C'était un schéma technique. Il l'a déroulé sur la table à côté de Lila, ses mains tremblaient encore. Il n'a pas osé la regarder dans les yeux. Il a fixé le plan. Je n'arrive pas à comprendre, a-t-il bégayé, pointant une section du schéma. Le circuit de refroidissement de l'amplificateur secondaire. Il y a une fluctuation que les diagnostics ne détectent pas. Je me disais que, peut-être, vous pourriez y jeter un œil. Il ne lui demandait pas de l'aider. Il lui demandait une expertise. Il la traitait comme son supérieur, comme la seule personne capable de comprendre le langage que lui-même ne faisait que lire dans les manuels. Lila a juste jeté un regard fatigué sur le papier et a haussé les épaules, trop épuisée pour répondre. Personne n'a osé toucher à la radio. Elle était devenue une sorte d'autel. Le ruban bleu, tendu et noué autour du quartz, était maintenant une relique. À un moment, le technicien a fait un geste pour le retirer, pour tenter une réparation correcte. Le sergent Dubois a simplement posé sa main sur son bras pour l'arrêter. « Non », a-t-il dit d'une voix rauque, « on n'y touche plus. Jamais. Ce morceau de tissu est resté là, un éclat de couleur vive et absurde au cœur de la machine de guerre la plus sophistiquée de la base. Il est devenu un rappel permanent de ce jour, un rappel que les solutions les plus brillantes ne se trouvent pas toujours dans les protocoles et que parfois, l'intuition d'un enfant vaut plus que toute l'expérience d'un bataillon. Les autres soldats la regardèrent de loin, avec un mélange de crainte et d'admiration, lui offrant de l'eau, une couverture, lui créant un petit sanctuaire, de silence au milieu du désordre. Quelques heures plus tard, quand les choses se sont calmées, on a amené son père sur une civière. Il était faible, mais conscient. Il a balayé le bunker du regard, voyant les visages épuisés mais vivants de ces hommes, la radio qui fonctionnait parfaitement, et sa fille assise sur une caisse, endormie, une couverture sur les épaules. Il n'a rien compris. Il a regardé le sergent Dubois, cherchant une explication. Le sergent s'est approché de lui, son visage dur, marqué par une émotion nouvelle. Il n'a pas fait un long rapport. Il a simplement posé sa main sur l'épaule du lieutenant, a hoché la tête en direction de Lila endormie et a dit une seule phrase qui a tout résumé. « Elle nous a sauvés, mon lieutenant. Votre fille. Elle nous a tous sauvés. » J'ai vu le père de Lila regarder sa fille, et pour la première fois, j'ai cru voir des larmes dans les yeux de cet homme si dur. Après ce jour, la base Vauban n'a plus jamais été la même. Lila n'a reçu aucune médaille. Son nom n'est apparu dans aucun rapport officiel. Mais sa légende était bien plus puissante. Les nouveaux soldats qui arrivaient à la base entendaient tous l'histoire de la fille au ruban, celle qui avait écouté le chant d'une machine mourante et qui avait orchestré la défense d'une ville. Le sergent Dubois a gardé le TRC 77 avec son ruban bleu en place, refusant toutes les demandes de remplacement. C'est devenu un objet de pèlerinage pour les techniciens. Ce jour-là, nous avons tous appris une leçon brutale et magnifique. Dans le chaos de la guerre, la véritable force ne se mesure pas au grade ou à l'âge, et l'équipement le plus vital pour la survie est parfois un simple morceau de tissu coloré, manié par quelqu'un que tout le monde avait choisi d'ignorer. Les années ont passé depuis ce jour-là, mais l'écho de ces heures critiques résonne encore entre les murs de la base Vauban. Lila n'a jamais été officiellement reconnue pour son acte. Il n'y a pas eu de
Cérémonie, pas de mention dans les archives militaires. Son héroïsme était trop peu orthodoxe, trop dérangeant pour la chaîne de commandement rigide. Pourtant, sa légende a survécu, bien plus puissante que n'importe quelle médaille. Chaque nouveau soldat, chaque jeune technicien affecté à Vauban entendait l'histoire, non pas d'un supérieur, mais murmurée dans les couloirs, racontée à voix basse dans le mess. L'histoire de la fille au ruban, celle qui avait prouvé que l'intuition et le courage pouvaient défaire tous les protocoles. Le TRC 77 est resté, son ruban bleu un peu délavé par le temps, un monument silencieux à l'audace et au génie ignoré. Le sergent Dubois a été celui qui a le plus changé. Cet homme, autrefois si prompt à juger, si ancré dans ses certitudes, est devenu plus silencieux, plus observateur. Je l'ai souvent vu s'arrêter devant la console radio, son regard fixé non pas sur les cadrans, mais sur le petit morceau de tissu. Il est devenu le gardien de cette histoire, s'assurant que personne ne l'oublie ou ne la déforme. Quand un officier supérieur a un jour ordonné le remplacement de la réparation de fortune, Dubois s'est interposé avec un calme glacial. Il a simplement dit « Cette radio fonctionne mieux que n'importe quelle autre. Elle reste comme ça. C'est un ordre. » Il a risqué sa carrière pour préserver la mémoire de ce jour, pour honorer la dette que nous avions tous envers une enfant qu'il avait commencé par mépriser. Quant à moi, cette journée a redéfini ma vision du monde. J'ai vu de mes propres yeux l'arrogance de l'autorité s'effondrer face à la vérité silencieuse d'une enfant. J'ai vu la connaissance des manuels se révéler inutile face à la sagesse de l'instinct. Toutes les hiérarchies, tous les grades, tout ce qui nous semblait si important s'est dissous dans le silence angoissant d'une radio morte. Ce jour-là, j'ai compris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son uniforme, à son âge, ou à la façon dont les autres la perçoivent, mais à ce qu'elle est capable de faire quand tout semble perdu. Lila nous a rappelé que le génie n'a pas besoin de permission pour exister. Il a juste besoin d'une chance de se manifester, même si cette chance naît du désespoir le plus total. L'histoire de Lila et de son ruban est devenue bien plus qu'un simple souvenir de guerre. C'est une leçon universelle sur la force que nous ignorons chaque jour. C'est un rappel que les solutions les plus puissantes se cachent souvent dans la simplicité, dans des endroits que notre orgueil nous interdit de regarder. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, confrontés à des murs d'incrédulité, jugés sur notre apparence, notre jeunesse ou notre manque d'expérience. Mais ce jour-là, dans le chaos de la bataille, nous avons appris la plus importante des leçons. La véritable force ne se trouve pas toujours au bout d'un fusil, et l'équipement le plus essentiel à la survie n'est parfois qu'un simple morceau de tissu, entre les mains de la seule personne qui avait vraiment écouté. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui se sent invisible ou sous-estimé, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec cette personne. Votre voix, votre talent, votre intuition ont une valeur inestimable, même si personne ne semble encore le voir. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur ces héros silencieux qui changent le monde sans faire de bruit. Merci de m'avoir écouté.